À Goma, après de regains de tension anti-MONUSCO, le calme est revenu dans le chef-lieu de la province. La vie a repris son cours, nous a fait savoir notre correspondant sur place. Et puis en justice livrée par le bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound devant la Cour de cassation ce jeudi. Le président de l'Alliance pour le changement est accusé d'outrage au chef de l'État. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Si l'OMS a appelé les pays à faire mieux connaître la maladie, le gouvernement, lui, a annoncé vouloir augmenter la couverture de diagnostic. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La tension a progressivement baissé à travers la province du Nord Kivu. La vie semble reprendre son cours après les manifestations anti-MONUSCO déclenchées depuis le début de la semaine dernière et ayant fait plus de 15 morts. C'est jeudi, les transports en commun et les marchés banques sont opérationnels. Le bilan définitif dressé par les sources sécuritaires est des 20 morts et de 61 blessés. Et rappelons que ce mouvement de grève avait été initié par le mouvement citoyen et les groupes de pression pour dénoncer l'inefficacité de la MONUSCO pour mettre fin à l'activisme des groupes armés plus de 20 ans après sa mission en RDC. Et le territoire d'Uvira a été l'une des dernières entités à emboîter les pas des mouvements de protestation contre la présence de la MONUSCO. Le bilan était aussi macabre dans cette partie du pays. Le gouvernement a, au cours d'une réunion de sécurité, fait le point sur ces manifestations. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. C'est la suite de la réunion qui s'est tenue hier. Vous savez que hier, le Premier ministre chef du gouvernement a réuni quelques membres du gouvernement avec la direction de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo pour faire le point de la situation consécutive aux manifestations observées dans la ville de Goma et qui a gagné Butembo. Donc il était question aujourd'hui d'évaluer encore une fois les dégâts causés au terme de ces manifestations et de faire le point de la situation globale. L'événement principal malheureux qui est à signaler aujourd'hui, c'est des manifestations qui ont eu lieu à Uvira et qui malheureusement ont conduit à la mort de 4 compatriotes par électrocution parce que à l'approche d'une base de la MONUSCO, les casques blancs ont tiré en l'air et les coups de feu ont touché un poteau électrique et un câble s'est déchiré et malheureusement des personnes ont été électrocutées, ce qui a causé 4 morts. C'est l'élément nouveau, mais pour le reste, c'est une réunion qui a permis aussi de faire le point de la situation globale et de réitérer l'appel au calme qui a été lancé à toute la communauté parce que il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas la MONUSCO, notre ennemi, c'est la M23 et que pour tout ce que nous avons comme question de frustration, cela peut être géré dans les cadres des contacts réguliers qui existent notamment entre le chef du gouvernement et la représentante spéciale du secrétaire général. Et nous espérons que nos compatriotes qui nous suivent dans les provinces où il existe encore des opérations de la MONUSCO vont suivre les mots d'ordre du gouvernement, l'observance évidemment du calme et le gouvernement a rassuré de la prise des dispositions pour permettre l'organisation des obsèques de compatriotes qui ont été fauchés durant ces événements. Et puis les évêques ne sont pas restés indifférents face aux violences qui ont caractérisé des manifestations contre la MONUSCO. La SENCO a recommandé la mise en place d'un cadre de dialogue entre toutes les parties prenantes, notamment l'État congolais, la MONUSCO et les organisations de la société civile pour la suite à donner à la problématique du retour de la paix à l'est de la RDC. Tout comme le prix Nobel de la paix, la SENCO dit comprendre la colère de la population qui a exprimé son mécontentement quant à l'inefficacité des troupes onusiennes à apporter une solution au problème de l'insécurité à l'est de la RDC. Les prélats catholiques imputent aussi une certaine responsabilité au gouvernement congolais. Pour eux, il a montré ses limites dans sa mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des groupes armés en RDC. Dans leur communiqué, les évêques
évêques disent reconnaître au peuple le droit de manifester, mais s'opposent cependant à la violence et au pillage qui, pour eux, constituent un acte qui ne peut qu'amplifier et pérenniser le mal, ainsi que la souffrance de ces mêmes populations. La SENCO a encouragé la mise sur pied d'une enquête conjointe entre l'État congolais et la MONUSCO, afin que les conditions dans lesquelles les scènes de violence et de pillage se sont exercées soient mises en lumière et que les auteurs soient traduits en justice. De même que le docteur Denis Mukwege, les prélats catholiques ont appelé les politiques et les leaders communautaires à s'abstenir de tout discours susceptible d'entraîner la haine et la violence, surtout en cette période préélectorale. Pour les princes de l'Église, la solution devrait venir par des consultations entre le gouvernement, la MONUSCO et les organisations de la société civile, au fin d'établir un diagnostic sur les interventions des uns et des autres portant sur le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Et puis l'entreprise Miro System a remporté provisoirement le marché des kits d'enrôlement des électeurs. Selon la centrale électorale, l'entreprise a proposé l'offre la moins chère mais innovante. Le montant global est estimé à 93 millions de dollars. Jenny Kayembe. Révision du fichier électoral en République démocratique du Congo, Miro Systems, les soumissionnaires le moins chers mais les plus innovants, remportent les marchés des kits d'enrôlement pour près de 93 millions de dollars américains. C'est ce qu'a révélé la décision du numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, signée le 25 juillet 2022, dont une copie est parvenue à la presse. D'après ce document, les marchés est attribué provisoirement à Miro Systems pour un montant de 93 millions de dollars américains. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante renseigne que l'avis des non-objections de la Direction générale du contrôle des marchés publics a été obtenu le 25 juillet de l'année en cours après évaluation des offres. Ce choix est justifié par le fait que la société Miro Systems est les soumissionnaires le moins chers mais les plus innovants. Cette entreprise avait aussi, dans le cadre des élections de 2018, apporté la solution des machines à voter pour faciliter les scrutins. Pour rappel, cette institution d'appui à la démocratie avait ouvert les prix du marché de l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral le 8 juillet dernier. Et en justice, accompagné de ses partisans, Jean-Marc Kabound répond ce jeudi à la convocation de la Cour de cassation qui lui reproche ses propos lors de sa dernière sortie médiatique. Le président de l'Alliance pour le changement doit fournir des preuves, notamment sur ces graves allégations portant sur le détournement des deniers publics. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est accusé d'imputation dommageable et d'outrage au chef de l'État. Et dans l'actualité également, le gouvernement publie ce jeudi les appels d'offres de 27 blocs pétroliers sur les 32 initialement prévus et 3 gaziers. Parmi ces blocs figurent 2 gisements restitués par l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, selon les ministres des hydrocarbures. Et à ce sujet, nous sommes justement en ligne avec le directeur gérant de BEOPS, l'acronyme de biologie et écologie des organismes et populations sauvages qui développent des travaux d'expertise, recherche et développement. Bonjour justement Monsieur Serge Aimé Henri Mananga. Première question directement. Quel est l'impact de cet appel d'offres que lance le gouvernement auprès de la population congolaise ? L'impact positif de ce projet, c'est quoi? C'est que demain, avec cet appel d'offres, nous allons devoir donner du travail à cette génération de pétroliers. Et vous êtes sans le savoir que la RDC, depuis pratiquement 12 ans, 14 ans, a produit plus ou moins 2000 à 3000 cadres universitaires qui sont dans les sciences de pétrole et de gaz. Et donc c'est une opportunité pour les jeunes ingénieurs pétroliers et les bureaux d'études que nous sommes de donner une main d'œuvre locale, de démontrer combien nous avons un contenu local capable de travailler et accompagner, n'est-ce pas, les explorateurs et pour ces grands projets. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons applaudir ce fait d'avoir ces blocs pétroliers qui seront mis en valeur pour les
peuples autochtones qui vont devoir avoir du travail parce que ce sont eux les premiers bénéficiaires par rapport à ces projets, parce qu'il y aura du travail dans leur terrain et nous allons devoir accompagner et plus tard voir combien la RDC sera parmi les pays, n'est-ce pas, producteurs du pétrole, et nous allons quitter la 12e place ou la 11e place pour être parmi les 5 premiers. Pourquoi pas être parmi les 3 premiers. Et pour moi, je crois que c'est un grand coup de chapeau et je ne peux que remercier le ministre des Hydrocarbures pour ce courage. Il faut toujours oser et avec les partenaires traditionnels qui sont avec nous, qui nous suivent, qui nous accompagnent. Merci beaucoup Serge Aimé Henri Mananga pour cette précision. Et en santé, on ne saura parvenir à l'élimination des hépatites d'ici 2030 sans intervention de santé publique forte et coordonnée. Déclaration du ministre de la Santé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites. La RDC tient à l'augmentation de la couverture de diagnostic. Selon l'OMS, chaque année, on enregistre dans le monde en moyenne 1 100 000 décès causés par les hépatites B et C. 9 400 000 personnes sont sous traitement contre une infection chronique par le virus de l'hépatite C. 10% des cas d'infection chronique par le virus de l'hépatite B sont diagnostiqués et 22% d'entre eux sont traités. 42% des enfants dans le monde bénéficient de la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite B. En RDC, les données disponibles sur les hépatites au sein de la population indiquent que les hépatites B et C sont présentes dans l'ensemble du pays et constituent une priorité de santé publique. En plus de ces multiples actions, des efforts notables ont été consentis dans le domaine de la sensibilisation et prise en charge des hépatites avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Chers compatriotes, la RDC de notre pays a une vision claire de la lutte contre les hépatites, telle que voulue par le chef de l'État, à savoir l'augmentation de la couverture de diagnostic et de la prise en charge ainsi que de la réduction des coûts des interventions liées à cette maladie, conformément à la politique sanitaire axée sur la couverture santé universelle. Dans cette optique, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est doté depuis cette année 2022 d'une politique, d'un plan stratégique et des directives techniques claires de lutte contre les hépatites. Et parlons de l'incendie de l'immeuble de la SCPT. Le ministre Jean-Pierre Liaou a annoncé l'octroi d'un siège provisoire justement au secrétariat général à l'économie. Une déclaration faite mercredi dernier après une réunion d'évaluation justement de ce qu'a été cet incendie de l'immeuble de l'ex-Onatra. Après avoir reçu en audience le secrétaire général à l'économie en rapport avec l'incendie survenu au bâtiment de l'Onatra où est installé le siège du secrétariat général à l'économie, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est rendu sur place pour appréhender et évaluer le niveau des dégâts occasionnés par l'incendie survenu dans la nuit du dimanche à lundi 25 juillet. Venu d'abord pour réconforter et exprimer au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, toute notre solidarité. Ce qui s'est passé ici est un drame terrible qui mérite d'être bien géré par le gouvernement de la République. Sur place, la police scientifique et la police nationale ont lancé les enquêtes pour dénicher les raisons à la base de cet incendie. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé la prise en charge de ces dossiers au plus haut niveau pour prendre les directives en vue de la réhabilitation du siège du secrétariat général du ministère de l'économie. J'ai clairement indiqué que toutes les dispositions évidemment seront prises pour leur relogement. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement a démontré son engagement à réhabiliter dans un bref délai le siège du secrétariat général à l'économie avec la visite du VPM de la fonction publique. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Et le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanga séjourne dans le sud Kivu. À Mouchekere Kacha, le chef de l'outil de la défense, a visité le centre de santé de référence en chantier, les terres arables et plusieurs autres coins avant d'inviter les fils et filles de ce coin de mettre dans leur actif pour booster l'autosuffisance alimentaire. En ce jour, dans son sud Kivu natal, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est entouré des siens. À Mouchekere Kacha,
son village. Il a honoré la mémoire de sa défunte mère, Francis Kamwa Kawara, et 2 autres regrettées épouses de son grand frère aîné. Avant de visiter le centre de santé de référence du coin, en pleine construction, dont la capacité est de 50 lits. Un médecin, Gilbert Kabanda Kourenga, voit la salle d'opération dont les médicaments et les équipements dont l'ambulance sont en besoin d'urgence. Il a promis son intervention dans un délai le plus court. Le chef de la défense congolaise a visité les étendues des terres arables. Il en a appelé à l'exploitation pour l'autosuffisance alimentaire, faisant frontière avec les territoires des Kabaré et Chabarabé, Niabangere et les ponts des Bois-Chali ont aussi été visités. 40% du financement des travaux de ces ponts, Gilbert Kabanda s'est porté garant, profitant pour sceller son congé. Et on se rend dans la province de l'Ituri où plus de 200 véhicules, parmi lesquels des camions citernes transportant du carburant, sont bloqués depuis plus de 4 jours sur l'axe routier Mambasa-Niania de la route nationale numéro 4 en territoire de Mambasa suite à l'état de dégradation de cette route d'intérêt économique. Le gouverneur militaire qui était descendu sur place a annoncé la réhabilitation dans les tout prochains jours. Reportage de la presse militaire. La route Mambasa-Niania, longue d'environ 180 km, se trouve en ce jour dans un état de dégradation très avancé. Plusieurs bourbiers formés rendent impraticable cet axe routier de la RN4. Des colonnes de véhicules bloqués entre Epoulou et Salaté depuis quelques jours. De jeunes, de femmes et des enfants vivent le calvaire car ne sachant pas poursuivre leur chemin. Et pourtant, le Fonds national d'entretien routier perçoit normalement les frais irrélatifs. Certains usagers de ce tronçon routier, rencontrés à Salaté, à plus ou moins 60 km de Mambasa, expriment leur désarroi et plaident pour l'implication du chef de l'État, défenseur des intérêts vitaux de la population, pour une solution urgente. Nous avons passé la nuit depuis hier, car la route est mauvaise. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, à mission d'itinérance sécuritaire et administrative en territoire de Mambasa, promet de transmettre ces cris d'alarme des usagers auprès de la hiérarchie pour des solutions dans un bref délai. Il faut dire que cette route nationale rêvait non seulement d'une importance économique, mais aussi sécuritaire pour les provinces de l'Ituri, la Chopu et le Nord Kivu. Elle facilite les transactions commerciales en approvisionnant ces provinces en produits manufacturés à partir de l'Afrique orientale. Et restons en Ituri, le vice-gouverneur militaire s'en va en guerre contre les violences faites à la femme dans cette partie du pays sous état de siège. Le commissaire Alonga Boni fait appel aux experts pour le réconfort tant matériel que psychologique de ce groupe vulnérable. L'Ituri sous état de siège est déterminé à combattre tous les antivaleurs dont les violences sexuelles. Le commissaire divisionnaire et vice-gouverneur Benjamin Alonga Boni a fait appel aux figures emblématiques pour gagner ce combat. La première est celle de Julienne Lusenge, lauréate du prix Aurora 2021 décerné dans la lutte pour la promotion des droits de la femme et l'élimination des violences sexuelles. Je suis venu informer sur les activités qui vont être réalisées autour de ce prix, parce que le prix Aurora humanitaire international a été accompagné d'un fonds pour réaliser quelques activités pour les personnes qui sont affectées par la crise humanitaire. Cette activiste des droits de la femme n'est pas restée indifférente suite aux avancées significatives des FARDC sur terrain contre les ennemis. Les autorités qui nous gèrent dans cette province et aussi les féliciter pour tout le travail qui est mené pour restaurer la paix. Parce qu'on voit des avancées. Sous le vigilant du gouverneur militaire Johnny Luboyanka Chama, toutes les couches ituriennes, dont la Sofepadi, mobilisée pour plusieurs activités dont la remise des forages d'eau aux déplacés de guerre, prise en charge des 200 autres femmes victimes des conflits, scolarisation
des orphelins de guerre et d'autres actes concrets seront posés à l'orphelinat des Fataki, plusieurs fois attaqué par les milices Codeco. Et au Maïndombe, avant d'aller en Afrique, la tension persiste à Kwamouth dans les conflits ethniques entre les Yaka et les Teke. L'on a signalé des morts dans le dernier affrontement et des déplacements de population vers 3 villages du territoire de Kwamouth. Au moins plusieurs habitations ont été incendiées et 2 personnes blessées par balle lors de l'intervention de la police. L'administrateur du territoire a appelé à l'intervention du gouvernement central et les collectifs des députés de Kwamouth exige l'installation des postes de police dans tous les endroits en conflit. Et un diamant en rose pur de 170 carats est découvert par des mineurs en Angola, baptisé Rose Lulo. Ce diamant de type Ila regroupe particulièrement les pierres rares et pures. Il est considéré comme le plus gros diamant découvert dans le monde depuis 300 ans. Dans une annonce faite par la compagnie minière australienne qui exploite ce site minier, la pierre sera vendue lors d'enchères internationale à un prix astronomique. Place au rappel des titres à présent. À Goma, après de regains de tension anti-MONUSCO, le calme est revenu dans le chef-lieu de la province. Les activités économiques ont repris depuis ce matin. Et en justice livrée par le bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound devant la Cour de cassation ce jeudi. Le président de l'Alliance pour le changement est accusé d'outrage au chef de l'État. Et ce jeudi est la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Si l'OMS a appelé les pays du monde à faire mieux connaître la maladie, le gouvernement congolais lui a annoncé vouloir augmenter la couverture de diagnostics. Restez avec nous pour la revue de presse. Et la revue de presse, c'est avec Christian Kalonji Yakalo qui fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour Christian et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouabouranzi. Vous avez retenu 2 sujets, on commence par le premier. Manifestation anti-MONUSCO au nord et au sud Kivu, la SENCO s'invite au débat. Effectivement Gaëtan, les événements qui se sont produits dans la partie est du pays depuis le début de la semaine ont suscité beaucoup des réactions dans l'opinion. La dernière en date est celle justement de la SEMCO qui pense que le gouvernement de la RDC et la MONUSCO ont montré leurs limites dans leur mission de sécuriser justement les populations exposées aux attaques des groupes armés en République démocratique du Congo, pointe Forum des As. À travers un communiqué sur les manifestations contre la MONUSCO, le prélat catholique a affirmé qu'après plus de 2 décennies d'insécurité, les gouvernements qui se sont succédés et les différentes résolutions des Nations Unies n'ont pas réussi à neutraliser les groupes armés nationaux et internationaux, poursuit ce quotidien. Abordant justement le même sujet, 7sur7.cd indique pour sa part que la conférence épiscopale nationale du Congo a préconisé des concertations entre le gouvernement et la mission onusienne pour un diagnostic de leurs interventions en vue du retour de la paix. Gaëtan, la SENCO a également condamné fermement les violences qui ont émaillé les manifestations du Nord Kivu et Sud Kivu ayant causé mort d'hommes malheureusement. Gaëtan, Actualité.cd qui revient également sur ce sujet d'actualité rapporte par ailleurs qu'une enquête conjointe RDC, mission onusienne, sera menée pour établir les responsabilités. Et on termine en justice. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, votre gars justement, Jean-Marc Kabound, déjà en pleine audition à la Cour de cassation. Gaëtan, c'est un dossier que nous suivons de près puisque tout peut évoluer d'un moment à l'autre. Selon Actualité.cd, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound est arrivé au parquet général près la Cour de cassation pour répondre à la convocation lui adressée justement par le procureur pour être entendu. L'ancien président Haï de l'UDPS s'est fait accompagner de plusieurs militants de son parti, comme vous le voyez. Alliance pour le changement, l'on a noté également dans les images qui circulent sur la toile la présence de la police venue sécuriser les militants jusqu'au niveau du parquet.
Interview.cd qui s'est intéressé à ce sujet rappelle ici les griefs qui pèsent sur Jean-Marc Kabounda, à savoir notamment l'imputation dommageable, injure publique et outrage au chef de l'État. Gaëtan Jean-Marc Kabounda rentrera-t-il paisiblement chez lui? Eh bien, la question reste pendante. Justement, la question reste pendante. On en saura un peu plus tout à l'heure déjà. Merci Évidemment. Christian pour cette revue de presse. Merci beaucoup. Et c'est par ici que pour fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, mesdames, messieurs. L'actualité reste à continuer.